Voilà, bonsoir, bonsoir tout le monde. On a attendu quelques minutes. Il y a encore des personnes, des retardataires, mais je pense qu'ils se connecteront en cours de webinaire. Mais voilà, on va commencer quand même pour ne pas être trop en retard. Bienvenue à tous. Je voulais commencer par remercier Anaïs Rouquier du service communication de la CCOE qui nous a aidés au point de vue logistique pour mettre en place le webinaire. Et notre orateur de ce soir, M. Pascal Verpoorten, qui est directeur de la Société coopérative de cautionnement de Liège. Donc, grand merci. Je pense que Pascal vous a préparé un PowerPoint relativement pratico-pratique. Vous aurez l'occasion, vous pouvez poser vos questions via le petit chat QR tout court dans le bas de l'écran. Le webinaire est enregistré, donc vous recevrez le lien prochainement, de même que la présentation de M. Verpoorten. Et je pense aussi que ce serait mieux de couper vos micros et caméras. C'est ce que je vais faire également. Et je vous souhaite un bon webinaire et on se retrouve tout à l'heure. Merci. Voilà, merci Muriel. Je viens de partager mon écran. J'espère que tout le monde peut le voir et peut m'entendre. Oui. Donc, la SCICC, qui est la Société coopérative indépendante de cautionnement collectif, a été constituée en 1957 par des entrepreneurs wallons et en particulier des entrepreneurs liégeois de travaux de voirie. Elle est agréée, donc on est agréé par le ministère des Finances, c'est grâce à cela qu'on peut faire des cautionnements et on s'adresse uniquement à des entreprises qui sont affiliées à la Confédération Construction. Donc à partir du moment où la société est affiliée, elle peut rentrer chez nous un dossier de demande d'admission qui est, et les dossiers de demande d'admission sont passés en revue tous les mois par le conseil d'administration qui décide de l'admission ou de la non-admission de la société à la SCICC. À partir de là, dès qu'elle a payé les 124 € de part sociale pour 5 parts sociales et qu'elle a payé un droit d'entrée de 50 €, on peut commencer à faire des cautionnements. Chez nous, aujourd'hui, tout peut se faire par mail. Donc, toutes les demandes de cautionnement ainsi que toutes les communications peuvent se faire par mail. Et lorsque l'on est membre de la SCICC, il y a aussi une possibilité de consulter pas mal de choses par un accès privatif, je dirais, pour chaque société à partir de notre site web scicc.be. Alors, au 31 mars 2022, on avait 358 millions € de cautionnement en cours et on a 1240 coopérateurs actifs à l'heure actuelle, auxquels il faut ajouter quand même aussi les associations momentanées, puisque nous cautionnons les coopérateurs, mais nous réalisons aussi les cautionnements pour les coopérateurs qui sont membres chez nous et qui sont dans des associations momentanées. Les associations momentanées, il y en a à peu près 350 à 400 pour l'instant qui sont actives. Alors, quels sont les services que nous rendons à nos coopérateurs? Nous réalisons bien entendu tout type de cautionnement, qu'ils soient publics, c'est-à-dire les cautionnements qui sont requis dans le cadre des règles d'exécution des marchés publics. Et les cautionnements loi Brenne, donc les cautionnements loi Brenne, ce sont les cautionnements lorsque un particulier fait construire son habitation ou lorsqu'un particulier fait l'acquisition d'un appartement dans une résidence à appartements multiples. Et nous faisons aussi ce que nous appelons les cautionnements privés, qui sont soit des cautionnements lorsque, par exemple, un particulier fait refaire sa toiture ou fait des travaux de peinture et qu'il réclame un cautionnement, ou les cautionnements de sous-traitance d'un entrepreneur général qui demande un cautionnement à son sous-traitant qui est quelqu'un qui fait des parachèvements comme du chauffage sanitaire, électricité, peinture, enfin tous les types de parachèvements. Pour les sociétés qui ont également leur charroi propre et qui parfois ont même une société séparée dans le transport, nous réalisons aussi ce que nous appelons les cautionnements transport. Ce sont en fait les licences transport qui sont réclamées par le SPF Mobilité
La première licence est de 9 000 ou 9 500 € et les licences suivantes pour les camions suivants sont de 5 000 € par licence. Et bien entendu, nous réalisons aussi dans le cadre des dépôts d'offres et au moment des dépôts de soumission, nous réalisons les attestations qui sont éventuellement requises par le pouvoir adjudicateur au dépôt de la soumission. Quel est l'intérêt de recourir à nos services? Le premier intérêt, c'est que l'entrepreneur reçoit la totalité de ses factures en échange du cautionnement, avec une immobilisation de cash qui est réduite, puisque chez nous, lorsque on réalise un cautionnement, on ne dépose que 10% du montant du cautionnement. Donc, comme le cautionnement est un montant de 5 à 10% du montant du contrat, on a dès lors une immobilisation de cash de 1,5 à 1% du montant du contrat pendant la période de vie du cautionnement. Et les coûts sont aussi réduits puisque en 2021, c'était 0,5% par an de coût du cautionnement sur l'encours évidemment total du cautionnement pro rata temporis. Et on facture également un coût unique de 0,2% avec un minimum de 6 €, qui est le coût qui nous est répercuté par la Caisse des dépôts et consignations. Donc ce coût de 0,2% avec un minimum de 6 €, il ne fait que transiter chez nous puisque nous le réclamons au coopérateur et puis nous le reversons à la Caisse des dépôts et consignations d'un autre côté. Le recours au cautionnement collectif, de notre expérience, permet aussi à l'entrepreneur très souvent de mieux gérer ses litiges et ses appels à caution lorsqu'il y en a, puisque c'est centralisé chez nous. Nous faisons finalement aussi l'intermédiaire un petit peu entre la Caisse des dépôts, le maître d'ouvrage et l'entrepreneur. Et nous, au besoin, nous nous joignons à l'entrepreneur lorsqu'il y a des actions en justice. Je dis c'est de notre expérience puisqu'il semblerait que les banques et les assurances, quand ils font des cautionnements, ne rendent pas toujours ce type de service. Alors, quels sont les coûts liés au cautionnement de la SCICC? J'ai pris l'exemple d'un cautionnement de 10 000 €. Mais il y a une immobilisation, comme je l'ai dit, de cash de 1 000 € qui est 10% du montant du cautionnement. Donc, un cautionnement de 10 000 € en marché public, c'est typiquement un chantier de 200 000 €. Et en marché privé ou en sous-traitance, lorsqu'on réclame 10%, ben c'est un chantier de 100 000 €. Ce fonds de garantie est théoriquement récupérable en fonction des libérations qui interviennent sur le cautionnement à la réception provisoire, très souvent 50%, et à la réception définitive. Et là, ça dépend 1 an, 2 ans ou 5 ans après la réception provisoire, selon le secteur dans lequel vous vous trouvez, puisque c'est 1 an en règle générale. Aujourd'hui, dans les techniques spéciales, c'est très souvent 2 ans. Et en voirie, ça va jusqu'à 5 ans de délai de garantie après la réception provisoire. Il est donc récupérable en fonction des libérations, mais bien entendu, dans la pratique, ce fonds de garantie, il tourne, puisque quand on libère des cautionnements, on en refait très souvent d'autres sur le côté. Et donc, à partir d'un certain moment, on ne fait plus que l'ajustement du fonds de garantie pour maintenir toujours au moins ces 10% de fonds de garantie sur l'encours total des cautionnements. En termes de coûts maintenant, donc comme je l'ai dit, droit unique, 0,2%. Dans le cas qui nous occupe, ça fait 20 € qui est un droit unique. Vous le payez une fois à la constitution du cautionnement. Et puis après cela, il y a une redevance trimestrielle de 0,25% par trimestre. Donc c'est 25 € par trimestre, 100 € par an. C'est calculé pro rata temporis, ça veut dire que si le cautionnement est constitué le 5 février, la redevance trimestrielle, elle est calculée à partir du 5 février et pas à partir du 1er janvier, qui est le début du trimestre. La même chose au niveau de la libération. Si la libération a lieu le 25 mai, elle s'arrête le 25 mai, elle ne s'arrête pas. Donc la redevance s'arrête le 25 mai, elle ne s'arrête pas le 30 juin. Après cela, chaque année, sur décision et après décision de l'Assemblée générale, nous octroyons une ristourne sur les redevances. En 2021, cette ristourne a été décidée lundi à 50% des redevances. Donc, ça veut dire qu'on vous fait une ristourne de 50 €, ce qui fait un coût annuel net de 50 € pour un cautionnement de 10 000 €.
après cela, on estime aussi, nous, que le cautionnement collectif permet d'avoir un impact sur les relations avec les banques, puisque dans pas mal de cas, il permet de libérer des lignes de crédit bancaires qui peuvent être réutilisées en autres crédits, genre crédit de caisse, puisque très souvent, de ce qu'on a pu voir, un banquier va vous octroyer soit une ligne de crédit de garantie, soit une ligne de crédit de caisse ou parfois une ligne mixte. Et donc, en fonction de l'utilisation, par exemple, d'une ligne mixte, si vous utilisez un peu plus de crédit de garantie, vous avez moins de crédit de caisse. Le fait de passer chez nous permet peut-être de rediscuter avec son banquier ou de libérer même des lignes de garantie dans le cadre d'une ligne mixte pour augmenter la ligne de crédit de caisse ou la ligne de cash. Ça allège vos charges financières parce que, comme vous allez le voir par la suite, on est quand même un peu moins cher que les banquiers. Et alors, on se rend compte aussi que les banquiers, ils n'aiment pas trop de devoir faire des cautionnements, de gérer des appels à caution et de s'ennuyer la vie avec ce genre de choses. Donc, c'est aussi une simplification administrative dans vos relations avec les banquiers, puisque à partir du moment où c'est chez nous, c'est nous qui prenons ça en charge. Si maintenant je fais une rapide comparaison de la SCICC avec des conditions bancaires de type ING et Belfius, bon, ça c'est ce qu'on a su avoir. Donc, comme je l'ai dit, chez nous, à la SCICC, il y a une prise de participation de 124 € qui peut donner lieu à un dividende. Bon, les dernières années, on n'a pas versé de dividende, mais bon, le dividende 4%, ça vous fait quelques euros sur les 124 €, c'est vraiment pour mémoire. Le coût du cautionnement, chez nous, il est de 0,2% qui est facturé une fois. Comme vous voyez, chez Belfius, c'est déjà 9 € par trimestre et chez nous, c'est 0,2% avec le minimum de 6 €. Chez Belfius, c'est déjà 9 € par trimestre et où c'est plus intéressant, évidemment, là où nous, le coût est de 0,5% par an. Selon les clients, chez ING, il varie de 1 à 2%. Et chez Belfius, il est de 1,5% par an avec un minimum de 50 €. Et il faut savoir aussi que chez nous, il n'y a pas de frais fixes autres, il n'y a pas de frais autres, je dirais, à part le fonds de garantie, mais qui est récupérable, donc qui n'est pas un coût, qui est juste une garantie. D'ailleurs, que nous devons aussi déposer en titre auprès de la Caisse des dépôts et consignations pour garantir nos engagements. Donc, les 10% de fonds de garantie, quand on les verse, nous, on doit racheter des titres pour les déposer à la Caisse des dépôts et consignations pour garantir nos engagements. Tandis que chez les banquiers, quand ils vous facturent aussi des frais fixes par acte pour constitution de cautionnement lorsque, parfois même, lorsqu'ils vous font un cautionnement avec un texte standard, ça peut être de 75 à 150 € chez ING, et de 150 à 250 € chez Belfius en fonction du montant. Et chez ING, lorsque c'est un texte spécial, c'est de 180 à 255 €. Chez nous, il n'y a aucun frais de ce type-là, étant entendu aussi qu'on a très peu de demandes de textes spéciaux. Ça arrive de temps en temps, mais c'est extrêmement rare. Mais de toute façon, chez nous, c'est gratuit. Enfin, c'est gratuit, c'est inclus dans le service que l'on rend à nos coopérateurs, comme d'ailleurs les attestations pour constitution de cautionnement dans le cadre du dépôt des offres sont aussi inclus dans le service que nous rendons à nos coopérateurs. Et on en parlera plus bas tout à l'heure, lorsque nous faisons aussi des rappels de libération pour nos coopérateurs, c'est inclus dans le coût et c'est inclus dans le service que l'on rend aux coopérateurs. Il n'y a aucun supplément dans ce cas-là non plus. Alors, il y a un sujet dont je voulais vous parler. On entend dire un peu tout et n'importe quoi, très souvent, en tous les cas, en marché privé, en sous-traitance. Vous avez des entrepreneurs généraux qui demandent ce qu'ils appellent des cautionnements en première demande. Alors, il faut savoir qu'un cautionnement, c'est une caution solidaire, ce n'est jamais appelable à première demande. Un cautionnement qui est une caution solidaire, c'est on discute et puis on paye lorsqu'il y a un appel. Une garantie appelable à première demande, qui est une garantie autonome, c'est on paye et puis on discute. Donc,
comme je l'ai dit, c'est une garantie autonome par rapport au cautionnement qui est une caution solidaire. Lorsque l'on établit ce type de garantie, on ne peut soulever aucune des objections que l'entrepreneur pourrait invoquer. Et ça, c'est contrairement à ce qu'on peut faire dans le cas du cautionnement collectif, puisque comme c'est une caution solidaire, nous pouvons soulever aussi toutes les objections que l'entrepreneur pourrait invoquer ou même toutes les objections que l'entrepreneur a déjà invoquées. Dans le cas de la garantie à première demande, on doit payer sans pouvoir discuter le bien fondé. Moi, je trouve donc, nous, en tous les cas, on pense depuis toujours que l'entrepreneur est à la merci du maître d'ouvrage et nous refusons catégoriquement depuis toujours de constituer ce type de garantie. Et il arrive que certains maîtres d'ouvrage refusent, ou certains entrepreneurs généraux refusent nos cautionnements parce qu'ils exigent une garantie à première demande. Nous avons aussi énormément de maîtres d'ouvrage et d'entrepreneurs généraux principalement, qui même lorsqu'ils demandent des garanties appelables à première demande, acceptent les cautionnements de la SCICC. Donc ça, quand on a le cas, il faut toujours nous consulter parce qu'en fonction des entrepreneurs généraux, nous, on sait qui accepte et qui n'accepte pas nos cautionnements dans ce cadre. Pascal, une petite précision oui, par rapport à cette garantie appelable à première demande. À quoi faut-il être particulièrement attentif au niveau du cahier de charge? Je pense qu'il y a quelque chose dans les cahiers de charge, une note dans le cahier de charge à laquelle l'entrepreneur doit vraiment être très, très attentif. Et en fait, oui, effectivement, ce que l'on constate, donc évidemment, en marché privé, donc avec des entrepreneurs généraux, on a très souvent des mentions du type on établira un cautionnement de type, dans certains contrats, c'est comme ça, un cautionnement de type cautionnement collectif de Bruxelles. Là, vous pouvez être sûr directement que c'est une garantie appelable à la première demande, parce que c'est le texte, et d'ailleurs le texte souvent se trouve en annexe. Il y a souvent le texte de la garantie en annexe dans laquelle, même si parfois ce n'est pas mis, ici c'est cautionnement de type cautionnement collectif de Bruxelles, et il n'est pas mis dans le texte du contrat que c'est une garantie appelable à la première demande, mais quand vous allez voir le texte de la garantie qui est en annexe, il est clairement mentionné dans la garantie que cette garantie sera appelable à première demande ou que c'est une garantie à première demande. À ce moment-là, il faut faire attention parce que si on signe ce genre de choses sans faire la remarque, on est un peu coincé à la merci du maître d'ouvrage qui peut appeler pour tout et n'importe quoi à n'importe quel moment. Et puis, on vit aussi maintenant, même ça, dans certains marchés publics, il nous arrive de plus en plus souvent de voir des cahiers de charges en marché public qui, lorsqu'on nous demande d'établir le cautionnement, on se rend compte que non seulement on a dérogé aux règles d'exécution des marchés publics en demandant une garantie appelable à première demande, c'est plutôt une garantie à première demande très souvent qui est indiquée, avec un taux de 10%. Alors, ça c'est une dérogation. Je vais reprendre le texte d'un petit aide-mémoire pratique de la gestion des marchés publics qui a été fait par Myriam Djelil, qui est une juriste de la Confédération Construction. Et donc, comme on déroge aux articles 25 des règles d'exécution des marchés publics, ça c'est évidemment possible de le faire, mais elle doit respecter cette dérogation 3 conditions absolues. Donc, elle doit figurer de manière explicite au début du cahier spécial des charges. Elle doit être rendue indispensable par les exigences particulières du marché et elle doit faire l'objet d'une motivation formelle. Donc, ce qui est très important, c'est qu'il faut vérifier dans ce cas-là si toutes les conditions sont réunies et si, en particulier, cette dérogation est bien justifiée par des exigences particulières du marché et non par des justifications d'ordre général qui pourraient être appliquées à n'importe quel marché. Donc, ça doit reposer sur des éléments de fait exacts, pertinents et admissibles
Nous, par exemple, la seule dérogation que l'on a acceptée dans ce cas, on n'a jamais accepté de dérogation pour garantie appelable à la première demande parce que on a eu très souvent des dérogations où c'était le marché est important, donc il faut que l'entrepreneur respecte les délais. Ouais, ça, c'est dans tous les marchés, et que le marché soit important ou pas, il doit respecter les délais. Et de toute façon, il y a aussi des pénalités lorsque l'on ne respecte pas les délais. Donc, on n'a jamais accepté une garantie appelable à la première demande. On a accepté de temps en temps des garanties de 10%, notamment dans le cas où on doit faire des plantations et où finalement il y a une garantie sur les plantations qui sont faites. Et le fait que ces plantations-là sont chères s'il faut les remplacer, il y a des maîtres d'ouvrage qui justifient ça de cette manière-là. C'est le seul cas où l'on accepte, nous, des dérogations de passer de 5 à 10%. Et il arrive aussi de temps en temps qu'on ait des discussions un peu de marchand de tapis avec le pouvoir public, parce qu'on a pas mal de pouvoirs publics qui nous disent « oui, mais on n'avait qu'à le dire au moment de la soumission, maintenant c'est trop tard, ils ont remis une offre, ils ont déposé une soumission, c'est qu'ils ont accepté les conditions. » Oui, sauf que les conditions qui sont là, elles sont illégales. Donc, que ce soit au moment de l'offre pour moi, enfin au moment de la soumission ou au moment de la notification, si c'est illégal aussi bien à la notification qu'à la soumission. Donc, nous, on a toujours refusé, en tous les cas, les garanties à première demande en marché public, mais on en voit quand même de plus en plus régulièrement, et donc il faut bien aller voir dans le cahier spécial des charges s'il y a une dérogation qui se trouve au début du cahier spécial des charges, s'il y a une motivation formelle, et si ça correspond bien à quelque chose qui est spécifique à la nature particulière du contrat et pas une remarque d'ordre général pour tous les contrats. Merci. Alors, la problématique des libérations, donc, c'est évidemment une problématique importante parce que on rencontre quand même régulièrement, je ne vais pas dire des difficultés, mais ce n'est pas toujours facile pour les entrepreneurs d'obtenir leur libération. Donc, comme je l'ai dit, lorsqu'un entrepreneur rencontre des problèmes pour obtenir ses libérations, nous pouvons intervenir. Bien souvent, ce que nous faisons, c'est que nous écrivons. Alors, en marché privé, c'est évidemment beaucoup plus facile puisque la libération en marché privé, c'est nous qui la gérons. Donc, c'est nous qui pouvons dire nous libérons ou nous ne libérons pas. Et d'ailleurs, bien souvent, le procès-verbal de réception provisoire et de réception définitive, dans le cas d'une réception définitive, suffisent, nous, pour acter, je dirais, la libération du cautionnement en marché privé et en marché privé uniquement. Et dans le cas des marchés privés, ben nous, on écrit régulièrement. Et ce qu'on fait en marché privé, c'est que parfois, quand un maître d'ouvrage ne nous répond pas, on écrit une deuxième fois, et on écrit une première fois. Si on n'a pas de réponse dans les 15 jours dans le mois, on écrit une deuxième fois. Et la deuxième fois, quand on écrit, on dit si on n'a pas de réaction de la part du maître d'ouvrage dans les 15 jours, on libère d'office. Alors, parfois, ça marche. Parfois, on ne nous répond pas et donc on libère d'office. Et puis parfois, il y en a qui se réveillent aussi en disant « oui, mais attendez, il y a des litiges. » Et donc là, alors, ben, on discute. Par contre, en loi Brenne et en marché public, c'est hors de notre contrôle puisqu'il n'y a que la Caisse des dépôts et consignations qui peut donner main levée ou qui, en tous les cas, peut acter la libération sur base d'une main levée. Donc, main levée avec copie des cartes d'identité valables de tous les maîtres d'ouvrage en loi Brenne et main levée du maître d'ouvrage qui est une commune, le SPW, le SPF, l'armée belge en cas de marché public. Et il faut quand même reconnaître que jusqu'à présent, ça a été un peu réservé de temps en temps, enfin ça a été un peu de temps en temps au bon vouloir de la Caisse des dépôts et consignations qui, d'une fois à l'autre, n'a pas toujours les mêmes critères pour accepter ou refuser une main levée, ou en tous les cas pour décréter qu'une main levée est valable ou ne l'est pas. Mais ça va changer ça est en train de changer depuis quelque temps et je pense que ça va continuer à changer dans les semaines et les mois qui viennent. Alors, en tous les cas, dans le cadre de la problématique des libérations, il y a aussi une possibilité de pression sur le maître d'ouvrage, puisque dans le cadre de l'article 33 des règles d'exécution des marchés publics,
Alors, c'est normalement la demande, pas le demande. Ça, c'est mes origines un peu flamandes qui font que j'ai oublié de corriger cette erreur-là. Mais normalement, la demande de procéder à la réception provisoire, à la réception définitive qui a lieu de demande de libération. Et si le cautionnement est libérable, alors le maître d'ouvrage a 15 jours pour délivrer la main levée. Au-delà de ce délai, l'entrepreneur a droit à un intérêt lorsque le cautionnement a été déposé en numéraire ou en fonds publics, ou les frais exposés si le cautionnement a été réalisé auprès d'une société de cautionnement collectif ou d'une banque. Et nous, on fait aussi ce calcul. Donc, nous, quand on n'a pas de réponse d'un maître d'ouvrage public, on propose à l'entrepreneur de calculer les frais qui ont été exposés depuis les frais qui ont été exposés pour maintenir le cautionnement depuis qu'on a, je dirais, octroyé le cautionnement. Et bien entendu, on charge la barque, hein, donc on n'enlève pas la ristourne, parfois on met le fonds de garantie, on met le droit d'administration, enfin le droit unique qui nous est refacturé par la Caisse des dépôts, ainsi que toutes les redevances sans les ristournes pour charger un maximum la barque. Bien entendu, ça n'a d'intérêt que si d'abord le cautionnement est élevé et que si aussi ça traîne depuis un certain temps. Quand ça traîne depuis 15 jours, quand ça traîne depuis un mois, je vais dire, puisqu'ils ont 15 jours, mais quand ça traîne depuis un mois, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et alors, nous ne faisons pas écrire l'entrepreneur, puisque nous comprenons bien que l'entrepreneur, quand c'est avec une commune ou le SPO et le SPF, il a peut-être intérêt à garder un bon contact avec son maître d'ouvrage, mais nous, on prévient le maître d'ouvrage qu'on pourrait suggérer, enfin qu'on va suggérer à notre coopérateur de leur charger ces frais-là et on leur envoie le montant des frais à la date où on écrit, ce qui les fait aussi parfois réagir et on a eu régulièrement des libérations qui sont intervenues grâce à ce procédé-là, mais je reconnais qu'on ne l'utilise pas trop souvent parce que c'est pas là qu'on a le plus de problèmes de réponse, c'est plutôt en marché privé qu'en général, soit les particuliers, soit même certaines entreprises générales ne répondent même pas aux demandes de libération. Alors, en matière de libération, il y a aussi une amélioration quand même qui a été apportée il y a peu de temps, puisque c'est une loi du 27 juin 2021, qui prévoit, et c'est uniquement pour les marchés publics et pour les marchés loi Brenne, c'est à l'initiative, je pense, de la Confédération Construction, et si je ne me trompe pas, c'est la Fédération des entrepreneurs généraux qui avait initié cette démarche-là, de libérer automatiquement les cautionnements en marché public 15 ans après leur constitution, lorsqu'ils n'ont pas fait 15 ans après leur constitution en marché public, pour autant, bien entendu, qu'il n'y ait pas d'action en justice, et je dirais même, moi, connaissant la Caisse des dépôts, pour autant qu'il n'y ait pas de demande de saisie qui ait été introduite, même s'il n'y a pas d'action en justice. À partir du moment où une demande de saisie ou une demande de prélèvement ou de cautionnement a été introduite auprès de la Caisse des dépôts, elle ne les libérera pas, puisqu'on vient d'en faire l'expérience ici il y a peu de temps. Donc, marché public, libération automatique 15 ans après la Constitution. Et en loi Brenne, c'est 10 ans après la date de réception provisoire. Alors, ce n'est pas tout à fait après la date de réception provisoire, c'est surtout après la date de libération de la première moitié du cautionnement lorsqu'il y a eu une libération de la première moitié du cautionnement et 15 ans après la Constitution s'il n'y a pas eu de libération du cautionnement avec la même condition, bien entendu, qu'il n'y ait aucune action en justice qui ait été introduite auprès de la Caisse des dépôts et consignations, qui a été introduite et bien entendu portée à la connaissance de la Caisse des dépôts et consignations. Et je dirais de nouveau ici, c'est la même chose, c'est aucune action en justice et surtout aucune demande de prélèvement non plus adressée à la Caisse des dépôts et consignations. Alors, comme je viens de vous le dire, c'est une loi récente du mois de juin 2021 et tous les cautionnements qui répondent à ces conditions-là, antérieurs à 2006, ont été libérés en décembre 2021 et janvier 2022. Et comme je vous le disais, ils ont libéré tous les cautionnements qui répondaient à ces conditions-là, sauf ceux où il y avait
de leur point de vue, des demandes de saisie, mais on a constaté, nous, que parfois, il y avait même des cautionnements pour lesquels nous avions payé les saisies, qui n'avaient jamais fait l'objet de libération, et donc on a dû nettoyer un petit peu tout ça avec eux et leur envoyer toutes les preuves de paiement de l'époque, etc. Mais bon, c'est une amélioration, je dirais. Ceci, c'est vraiment une amélioration parce que ça permet, ça nous a quand même permis à la SCICC de libérer pour pas moins d'une bonne dizaine de millions d'euros. Bien entendu, c'était principalement dans des dossiers de sociétés en faillite. On a très très peu de dossiers de sociétés actives où on a encore des cautionnements qui étaient antérieurs à 2006. Pascal, tant qu'on est dans les nouveautés, Oui, Muriel. Je pense que la Caisse des dépôts et consignations a mis en place une nouvelle plateforme e-dépôt qui pourrait vous faciliter la vie aussi au niveau de la société de cautionnement. Oui, exact. Donc, mais ça, on est un peu comme ce rame, on attend de voir venir. Donc, effectivement, la Caisse des dépôts a depuis quelque temps développé une application e-dépôt qui n'est utilisée pour l'instant que pour les dépôts de caution en numéraire, c'est-à-dire les sociétés qui ne font pas appel à une banque ou à une société de cautionnement collectif ont la possibilité sur cette interface informatique d'aller déposer. Mais là, ils doivent déposer les 5% du montant du cautionnement. Donc, ils doivent déposer la totalité du montant du cautionnement en cash. Nous avons été, donc c'est un projet qui traîne depuis 2013 et qui est en train maintenant de se mettre en place, puisque entre le 6 et le 12 mai, nous allons avoir une petite période de gel des validations de cautionnement, puisqu'entre le 6 et le 12 mai, ils vont balancer la base de données cautionnement actuelle de la SCICC qui se trouve dans un vieux programme vers la base de données e-dépôt. Et après le 12 mai, tous les encodages de nouveaux cautionnements se feront dans cette base e-dépôt. Alors, je dirais les avantages, c'est que, on n'aura quasiment plus de délai d'enregistrement, puisque quand on enverra, on pourra faire ça soit en encodage un par un, soit par envoi de fichiers structurés de type fichier XML à la Caisse des dépôts. Alors, l'avantage, c'est que quand on enverra le fichier, le système à la Caisse des dépôts va vérifier le fichier et puis nous renverra un avis disant le fichier était OK, il est validé, ou attention, dans votre fichier, il y a telle ou telle erreur. Ça, c'est un premier avantage, puisque aujourd'hui, on avait parfois des délais, comme dirait l'autre, c'était un certain temps, voire un temps certain, dans la mesure où il y avait quelqu'un à la Caisse des dépôts qui réencodait. Si cette personne était malade, en congé, en récup, en réunion ou en formation, il nous arrivait parfois des semaines entières qu'il n'y ait pas d'encodage de cautionnement. Ça, c'est un premier avantage. Le deuxième avantage, c'est qu'à partir du moment où le cautionnement sera validé sur la plateforme e-dépôt, un mail sera envoyé directement au maître d'ouvrage et, si j'ai bien compris le système, également à l'entrepreneur pour leur dire qu'une garantie avait été émise à leur demande ou en leur faveur pour le maître d'ouvrage, mais à leur demande pour l'entrepreneur. Et nous, on reçoit aussi l'information nous disant que ce que nous avons envoyé avait été validé. Donc ça, c'est aussi un avantage. Chez nous, une fois nous répercuter à l'entrepreneur en faveur duquel on est fait et au maître d'ouvrage qui serait le bénéficiaire de la caution. Et dans le même ordre d'idée, et ça c'est uniquement de nouveau pour les marchés publics et pour les lois Bren, parce qu'en marché privé, ça passera toujours, enfin tout passera de toute façon toujours par la société de cautionnement, mais les marchés privés, ce sera toujours notre fonctionnement habituel.
Il n'y a que pour les marchés publics et les lois Brel que nous devrons déposer, nous, sur la plateforme du dépôt. Et là, le dernier avantage, c'est que pour les libérations, ce sont les maîtres d'ouvrage qui se connecteront sur la plateforme du dépôt pour aller faire eux-mêmes leur main levée et pour aller eux-mêmes donner leur main levée ou pour aller eux-mêmes introduire leur demande de saisie ou leur demande de prélèvement sur les cautionnements. Ça peut être un avantage, en tous les cas en marché public, puisque ça évitera d'avoir la caisse des dépôts qui dit il manque une virgule ici, il manque un cachet là-bas. Il y a quelqu'un qui se connectera avec son authentification personnelle et qui pourra dire OK, tel cautionnement, je donne main levée. Maintenant, ça ne fonctionne pas encore vis-à-vis des caisses des sociétés de cautionnement. Donc, c'est ce que nous, on perçoit de ce qui nous a été présenté. Mais je pense que ça peut être un avantage, ça peut être quelque chose qui va accélérer et, je dirais, rendre plus flexible toute cette procédure qui est quand même assez lourde aujourd'hui. Où je suis un peu plus inquiet, c'est pour les lois Brel, puisque là, dans 99% des cas, ce sont des particuliers qui vont se connecter. Et donc là, tous les particuliers ne sont peut-être pas toujours très familiarisés avec tout ça aujourd'hui. Mais effectivement, pour moi, ça va être un plus à terme. Merci, Pascal. Voilà, donc moi j'ai terminé ma présentation. Je vous remercie de votre attention. Alors, je ne sais pas s'il y a eu des questions, mais s'il y a des questions, j'essaierai d'y répondre. Il n'y a pas de questions ouvertes, je vois. Donc, s'il n'y a pas de questions ouvertes, il n'y en a pas de résolu et il n'y en a pas de rejeté non plus. Il n'y a pas de questions, non. Non. Enfin bon, il est encore temps de les poser. Oui, tout à fait. Alors, donc, comme je le disais, chez nous aujourd'hui, donc, la nouvelle application iDépôt ne va rien changer à la relation entre la SCICC et ses coopérateurs. Les coopérateurs enverront toujours leurs demandes par mail et la SCICC se chargera du reste. En marché public et en loi Brel, on enverra sur le iDépôt et en marché privé, on fera nos actes comme on les a toujours fait et on les enverra directement au maître d'ouvrage et on enverra une copie, comme on le fait déjà aujourd'hui, à nos entrepreneurs, ou on envoie tout à nos entrepreneurs quand les entrepreneurs préfèrent se charger eux-mêmes de transmettre au maître d'ouvrage. Ça, c'est je dirais, à leur meilleure convenance. De ce côté-là, il n'y aura aucun changement. On est en train aussi de mettre en place un envoi de toutes les factures et d'un maximum de documents par email, parce que c'est quelque chose qui nous est de plus en plus souvent demandé. Donc ça, c'est presque au point. Notre informaticien externe va encore travailler un petit peu là-dessus. J'avais quelques remarques au dernier test. Et d'ailleurs, pour ceux qui assisteraient, je crois que j'ai vu dans les participants l'un ou l'autre qui sont déjà membres de la SCICC. Et pour ceux qui sont membres chez nous, cette année, on a déjà dû envoyer nos convocations à l'Assemblée générale par mail, puisqu'il y avait des perturbations le jour où on a envoyé nos convocations à l'Assemblée générale par courrier. Il y a eu des perturbations dans le courrier et nous avons dû trouver une solution pour envoyer rapidement les convocations par email. Donc tout ça est en train aussi de se mettre en place. J'ai malheureusement un problème, c'est que j'ai un informaticien externe qui n'est pas suffisamment disponible pour moi, parce que je voudrais bien aussi mettre en place un système où même les demandes de cautionnement ne seraient plus transmises par mail, mais elles pourraient être encodées sur une plateforme ou transmises sur une plateforme quelque part sur notre site Internet, qui les importerait dans notre système, dans notre programme de cautionnement et qui nous permettrait à nous alors de les examiner et puis de soit les corriger, soit les compléter, parce que ça arrive quand même très souvent que quand on reçoit une demande de cautionnement, on a ou des questions ou des compléments d'informations concernant le marché, ou parfois on ne comprend pas bien le contrat. Donc,
avant de valider la demande, on repose parfois des questions aux entrepreneurs. Mais on aimerait vraiment que tout ça soit informatisé. Demain, l'étape qui va venir dans les semaines qui viennent, je l'espère, sans trop traîner, c'est vraiment l'envoi de tous les documents, que ce soit les factures, les relevés de libération et les relevés de libération et les divers documents de cautionnement par mail. En sachant qu'aujourd'hui, sur le site scicc.be, chaque coopérateur a un accès privé qui lui permet déjà d'aller consulter en temps réel la situation de ses cautionnements, la situation de son compte client, de son fonds de garantie, de ses cautionnements, des libérations qui sont intervenues, et il y a une série de documents qui peuvent être, qui sont déjà disponibles et qui peuvent être téléchargés. Ça doit encore aussi faire l'objet d'améliorations et d'ajout de documents. Il n'y en a pas encore assez à mon goût, donc il faut aussi qu'on ajoute des choses de ce côté-là. Ok, ben, merci pour ces précisions. Pascal, il n'y a toujours pas de questions dans le chat. J'ai un peu occupé le terrain en me disant que peut-être il allait y avoir une ou l'autre question. Non. Non, mais bon, si quelqu'un veut prendre la parole, il n'y a vraiment pas de souci. Le PowerPoint vous sera aussi envoyé par mail hein, dans les jours qui arrivent. Et alors, de toute façon, il ne faut pas hésiter, s'il y avait même des questions par la suite, vous avez notre numéro de téléphone ici en dessous, mais le plus simple, c'est encore éventuellement d'envoyer un mail à info@scicc.be. Je suis évidemment disposé à répondre à toutes les questions, même après la séance d'information ici, à toutes les questions qui pourraient se poser, surtout si ce sont des questions peut-être plus, je dirais, plus en relation avec une situation particulière d'une société ou d'un de nos membres. Il n'y a pas de souci, il ne faut pas hésiter, soit par mail, soit par téléphone, mais par téléphone, c'est parfois un peu plus compliqué parce que je ne suis pas toujours au bureau. Donc, mais par téléphone, vous laissez un message à la personne qui vous répond. Donc, pour information, on est 4. Il y a moi, puisque je vous ai fait la présentation aujourd'hui, mais j'ai trois collaboratrices au bureau à Liège. Une dame qui s'occupe, donc Madame Maréchal, qui s'occupe de tout ce qui est vraiment accueil, téléphone, comptabilité, etc. Monique Manca, qui est la personne centrale au niveau de tout ce qui est encodage, suivi des cautionnements, etc. Et puis on a Christine Nélis, qui est la dame qui, elle, s'occupe plus particulièrement de toutes les problématiques de libération, de rappel de libération, de suivi de libération, au niveau de bureau. Donc, si vous avez des questions, téléphone ou mail, et on vous recontacte. Soit on vous répond tout de suite si la question, si c'est une question qui est une question, je dirais, relativement de routine, soit on me prévient et alors je reprends contact avec les personnes qui auraient des questions à poser. Ça peut même se faire après la discussion ici. Oups, voilà. Merci encore, Pascal. Je pense qu'on va s'arrêter là. Il n'y a pas de questions. Donc, en effet, on reste aussi au niveau de la Confédération Construction et nous à votre disposition hein, pour vous aider à constituer vos dossiers, etc. Ce n'est pas très compliqué, mais on est aussi à votre disposition. Oui. Bah, tu nous envoies souvent, tu nous envoies quand même régulièrement, ça passe quand même, en tous les cas chez vous dans le NO, ça passe quand même régulièrement par toi pour venir, effectivement. Voilà, mais je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Bonne soirée à tous. Merci à tous et puis à très bientôt en tout cas. Merci Pascal encore. Voilà. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir.